fais une vidéo comme je vous l'ai promis pour vous donner ce qui vous manque, hein, puisqu'on a fini un peu vite aujourd'hui. Donc, pour le texte à trous sur les mécanismes du retour à l'équilibre en cas de choc d'offres positif, ça nous donne la chose suivante. Comme les quantités offertes sont supérieures aux quantités demandées, hein, donc O supérieur à D, les offreurs se font concurrence pour écouler leur production. Ils vont brader leur prix de vente pour s'assurer de pouvoir vendre. Certains offreurs acceptent alors de vendre à un prix plus faible. Les autres se retirent du marché car ils ne peuvent pas vendre à un prix si bas sans faire faillite, ou tout simplement ne sont pas disposés à vendre à ce prix. Dans les deux cas, l'offre diminue, la quantité offerte diminue. Progressivement, le prix baisse à cause justement de cette concurrence entre les offreurs, ce qui attire certains demandeurs et incite les autres à demander une plus grande quantité. Rappelez-vous, quand le prix baisse, les demandeurs sont intéressés à l'idée de demander une plus grande quantité, soit parce que c'est moins cher et qu'ils veulent plus, ils veulent acheter plus parce que c'est moins cher, soit que la baisse du prix est à l'origine du fait que certains demandeurs peuvent désormais se payer le bien en question. Au début, ils ne pouvaient pas, c'était inaccessible car trop coûteux. Et quand le prix baisse, ça devient envisageable, ça devient accessible, donc ils se mettent à demander du bien. Donc ça fait augmenter la quantité demandée. Jusqu'à atteindre le nouvel équilibre du marché où les quantités échangées sont plus grandes pour un prix plus faible. Maintenant, le mécanisme de retour à l'équilibre pour un choc de demande positif. Ça veut dire que graphiquement, là, on aurait une courbe de demande qui se décale vers la droite. Alors que le choc d'offre positif, ça aurait été un décalement de la courbe d'offre vers la droite. Donc, comme les quantités demandées sont supérieures aux quantités offertes, les demandeurs se font concurrence pour obtenir le bien qu'ils désirent. Certains demandeurs acceptent de payer un prix plus élevé pour être sûrs d'obtenir le bien, ils négocient en proposant un prix plus élevé. Les autres se retirent du marché car ils ne sont pas disposés à payer plus cher. La demande diminue. Progressivement, le prix de vente augmente, ce qui attire de nouveaux offreurs, comme la courbe d'offre est croissante, hein, vous savez bien. Ça incite les autres également à proposer à la vente une plus grande quantité. L'un dans l'autre, l'offre augmente, jusqu'à atteindre un nouvel équilibre de marché où les quantités échangées sont plus grandes pour un prix de vente plus élevé. Voilà. Alors maintenant, je poursuis avec un retour sur l'application du modèle de marché néoclassique au marché du travail. On est passé assez vite là-dessus tout à l'heure. Voilà de quoi revoir ça en étant moins pressé. Si j'arrive à passer au slide suivant. Hop, voilà. Ah oui, alors attendez, non, on n'y est pas. C'est là. Donc, marché du travail, donc néoclassique. Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. On a sur l'axe des ordonnées, ce ne sera pas le prix de vente d'un bien, mais le salaire, qui est le prix du travail. Sur l'axe des abscisses, on aura les quantités. Quantités qui constituent soit la quantité de travail que sont prêts à fournir les offreurs, à savoir les travailleurs, soit la quantité de travail que sont prêts à demander les entreprises, c'est la demande de travail. Donc c'est ce que j'ai mis ici, hein. Donc bon, vous mettrez pause pour noter, hein, mais ça explicite ce que ça veut dire les quantités dans ce cadre-là. Ensuite, on a une courbe d'offre de travail qui est croissante, comme toute courbe d'offre. Elle est croissante pour plusieurs raisons, hein. Elle est croissante parce que plus le travail est bien payé, plus les travailleurs sont disposés à offrir une grande quantité de travail. C'est intéressant pour eux de travailler beaucoup, de faire des heures sup, parce que c'est bien payé. A l'inverse, dans l'analyse néoclassique, quand le salaire baisse, les travailleurs sont de moins en moins intéressés à l'idée de proposer une grande quantité de travail, parce que ce n'est pas très rémunérateur. Donc ça explique l'allure décroissante de la courbe. Ensuite, nous avons une courbe de demande de travail décroissante, comme toute courbe de demande. La demande de travail, c'est bien les entreprises qui formulent ce type de demande. Elles ont besoin de force de travail, force physique ou alors force intellectuelle, pour faire tourner l'entreprise, faire tourner les machines, faire tourner la boîte.
Et plus la demande, plus le salaire est bas, plus les entreprises sont prêtes à embaucher beaucoup parce que c'est peu coûteux. C'est pour ça que la courbe de demande de travail, elle est décroissante. Ok? Donc vous mettrez pause également si vous voulez noter ça, si vous ne l'avez pas eu tout à l'heure. Je continue. Donc, comme sur tout marché, nous avons un point d'intersection offre-demande qui constitue le point d'équilibre. On a donc un salaire d'équilibre. C'est le salaire pour lequel les individus sont prêts, enfin le nombre d'individus prêts à offrir son travail est égal au nombre de postes que sont prêts à pourvoir les entreprises. Ok? C'est donc une situation dite de plein emploi. Il y a égalité entre l'offre et la demande de travail, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chômage. Donc au niveau des quantités, on a Q offre égale Q demande, c'est-à-dire le plein emploi, il n'y a pas de chômage. Alors maintenant, que se passe-t-il dans l'analyse néoclassique du marché du travail si on décide d'instaurer un prix plancher, un prix plancher du travail? Dit autrement, il s'agit d'un salaire minimum. Donc légalement, on ne peut pas payer quelqu'un en dessous du salaire minimum. C'est le principe d'un salaire minimum, comme le SMIC. SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. C'est une obligation légale pour les entreprises, sauf à quelques rares dérogations, hein, exceptions près. On ne peut pas payer les gens en dessous de ce salaire minimum pour des considérations notamment de justice sociale. Voilà. Il faut qu'on puisse vivre correctement, même en ayant le salaire le plus bas du marché. Donc on suppose qu'on mette ça en application. Alors c'est ce que j'ai mis ici, hein, avec la mise en place d'un salaire minimum, en dessous duquel personne ne peut être payé. Le marché du travail ne peut pas, dans l'analyse néoclassique, hein, pas dans la réalité, hein, on ne sait pas trop dans la réalité, mais là dans la théorie, voilà ce qui nous est dit. On ne peut pas atteindre le point d'équilibre qui est en dessous. Parce que pour qu'on soit à l'équilibre, en vérité, dans cette analyse, il faudrait que le salaire baisse. Mais comme ce salaire est empêché de diminuer, parce qu'il est fixé par une loi, eh bien, on est constamment en déséquilibre sur le marché du travail. Et ce déséquilibre, il est surtout du côté de l'offre, c'est-à-dire que l'offre de travail est supérieure à la demande. Pour ce niveau de salaire, au SMIC, entre guillemets, il y a trop de personnes qui demandent à travailler. Le nombre d'offreurs de travail est plus important que le nombre de postes que sont prêts à pourvoir les entreprises. Donc l'offre étant supérieure à la demande, il y a donc du chômage. L'écart entre la quantité offerte qui est ici et qu'on peut lire en descendant s'il y avait des pointillés, hein, et la quantité demandée par les entreprises qu'on pourrait lire ici, cet écart, c'est tout simplement le chômage. Et donc, en vertu d'une telle théorisation, la solution est toute trouvée, hein, pour les néoclassiques, il faut supprimer le SMIC, car il vient empêcher l'ajustement du marché du travail et permettre d'égaliser l'offre et la demande de travail. Donc, bon, cette analyse est très séduisante, hein, la formalisation est redoutable, on est très convaincu par les courbes, hein, mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose de curieux à vouloir laisser le salaire baisser. Voilà, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en classe, hein. Il y a la théorie, hein, et ses objectifs, comme atteindre, quoi qu'il en coûte, l'équilibre du marché. Et il y a des considérations politiques plus normatives, à savoir, est-ce qu'on veut que tout le monde ait un emploi mais en étant payé une misère, ou est-ce qu'on fait autrement, hein? Là, aujourd'hui, en France, on est dans une situation où les gens, même au SMIC, ont un salaire, je ne dirais pas correct, mais bon, en tout cas plus élevé que dans plein d'autres pays qui sont plus libéraux. Mais il y a aussi un grand volant de chômage, un chômage qui ne baisse pas. Alors, est-ce qu'on veut que tout le monde ait un emploi tout en étant mal payé et vivre pauvrement? Ou est-ce qu'on fait autrement? La question, c'est quel serait cet autrement, hein? Ça, c'est tout un programme politique. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner. Mais voilà, la solution de l'équilibre du marché a, somme toute, quand même quelques limites euh, que vous sentez bien. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose d'assez hasardeux à vouloir laisser le prix baisser jusqu'à un niveau qu'on ne connaît pas, juste pour avoir un joli équilibre offre-demande. Donc je laisse ça à votre réflexion et la semaine prochaine, on analysera un extrait vidéo d'une émission télévisée où justement on argumente sur est-ce qu'il faut supprimer le SMIC,
Est-ce qu'il faut la baisser ou pas? Quels sont les enjeux liés à ce type de politique économique? Voilà. À la semaine prochaine.